messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce petit déjeuner in cyber. Et nous revenons de Montréal où nous avons vécu un grand moment, parfois avec certains d'entre vous, un grand moment pour notre forum, le forum Nord-Amérique. Et c'est très encourageant pour nous car ça nous montre que non seulement le FIC s'enracine en Europe, mais également il prend pied de plus en plus avec un territoire vaste, outre-Atlantique. Et c'est quand même un grand bonheur de voir à la fois toutes les entreprises et startups françaises représentées, et surtout l'intérêt que les autorités canadiennes ont porté à notre manifestation, avec un ministre de la cybersécurité numérique qui est resté plus d'un jour au total avec nous, et un ministre de la Sécurité publique du Canada qui également a montré tout un intérêt. Donc, vive le FIC, le Forum in Cyber Nord-Amérique, et on vous donne rendez-vous pour l'année prochaine, au mois d'octobre, pour une 3e édition, car nous sommes maintenant convaincus que ce forum est formidable et est une bonne résonance de ce que nous faisons en Europe. Et nous nous retrouvons également la semaine prochaine, le 22 matin, pour l'Agora, si vous êtes intéressé. Si vous n'avez pas encore reçu l'invitation, pour vous donner les indications pour vous inscrire à cette Agora qui a lieu à la Maison de la Chimie et qui est complètement orientée sur un sujet d'actualité, c'est-à-dire en fait le contrôle des contenus, la régulation des contenus. Et Dieu sait si en ce moment c'est un sujet particulièrement sensible à tout point de vue, à la fois en raison du contexte international et en raison des relations très amicales entre la Commission et le gouvernement français. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons des activités régulières et intenses, et nous sommes heureux à chaque fois d'accueillir de nouveaux intervenants, de nouveaux participants, que ce soit en direct, en live, comme on dit, ou bien par visio interposée. Alors, le sujet qui va être animé aujourd'hui par Thierry Derouet, qui rassemble des intervenants de haute qualité, est un sujet particulièrement intéressant. Pourquoi ? Parce que on est confronté aujourd'hui, on vit une métamorphose cybernétique. Alors, j'aime bien le mot métamorphose cybernétique parce que la transformation, c'est rien, et le numérique, c'est rien non plus. Ce qui est important, c'est que on s'inscrit dans un réseau et que le cybernétique change tout par rapport au comportement, aux organisations, aux modes d'action traditionnels. Et donc, quand on est confronté à cette métamorphose, évidemment, on s'intéresse à la théorie des organisations. Est-ce que mon organisation est suffisamment adaptée? Est-ce qu'elle épouse cette métamorphose cybernétique? Est-ce qu'elle est adaptée justement à la l'agilité qu'il est nécessaire de mettre en œuvre, à la transversalité des problématiques? Et ça, c'est vrai aussi bien pour les entreprises que pour les organismes publics. Je ne ferai pas, une description des pouvoirs publics ici, parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais il me semble aujourd'hui qu'il faut réfléchir au passage d'un système en tour Eiffel, avec les chefs, les sous-chefs et en bas ceux qui travaillent, enfin, le chef travaille aussi, et puis les organisations en tuyau d'orgue, avec les organisations métiers, RH, alors qu'aujourd'hui on est dans un système beaucoup plus galactique, avec un chef au centre qui est un leadership qui est là pour catalyser les compétences, avec une agilité, une façon d'agir complètement différente par rapport à ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Alors moi je pense, et je vais passer la parole à Thierry Derouet, je pense que les entreprises, les administrations qui n'épouseront pas la transformation numérique, la métamorphose cybernétique, elles sont mortes dans les 5 ans ou 10 ans à venir. J'en suis intimement convaincu. Donc c'est pas une question d'opportunité, c'est pas une question j'ai une bonne idée, on va faire comme ça parce que c'est la mode, c'est une question de survie. Voilà. Eh bien, parlez-nous de la survie, dites-nous comment on peut aider les entreprises, en tout cas pour le sujet de ce matin, à survivre face à cette transformation métamorphose cybernétique. Merci, mon général. Effectivement, vous avez fort bien à propos planté le sujet. Hein. J'avais prévu une introduction et la vôtre est bien meilleure que la mienne. Et c'est vrai que la question que je croyais assez naïve d'un prime abord,
comment faire de la cybersécurité un levier de transformation du modèle opérationnel. Comme l'a si bien résumé Guillaume Tissier, qui est ici dans la salle, qui est l'organisateur de cet événement InCyber que vous avez rappelé, Stocalis au Québec. Je sais pas, il y a des expressions assez incroyables là-bas. C'est vraiment cette époque où le RSSI était considéré comme les métiers, comme un élément bloquant pour le business. Normalement, c'est censé être révolu. Pourtant, on le voit bien, il y a fort à faire pour intégrer cette fameuse cybersécurité dans les modèles opérationnels, comme vous dites, dans l'organisation, dans sa fluidité et par rapport à l'ensemble des gens qui interagissent ensemble, comment prendre en considération ce sujet. Alors c'est un chemin qu'il faut encore parcourir et qu'on va évoquer ensemble, voilà, durant cette bonne heure avec nos 3 invités. Alors je rappelle que vous êtes tous invités à pouvoir interagir directement en posant des questions ici au sein de cette salle, mais aussi à distance, et on va essayer d'y apporter des éléments de réponse. Alors, on va d'abord présenter un petit peu nos 3 invités. Anne Doré, bonjour. Alors, bonjour. Vous êtes la présidente d'ADL, dont vous allez nous parler dans quelques instants, et vous êtes également secrétaire du CLISIF. Alors, en quelques mots, quelle est cette trajectoire, vous, qui vous a amené à parler de cybersécurité et, par exemple, à co-rédiger, donc avec un collectif, alors si j'ai bien compté, de 6 autres auteurs, un ouvrage qui s'appelle Méthode et gestion de crise cyber, paru en 2021, voilà, aux éditions VA Presse. Oui, je fais un peu de publicité au passage, avec le soutien de l'ANSSI et préfacé par le ciseau d'Airbus, Pascal André, de l'époque. Est-ce que vous pouvez nous éclairer c'est quoi donc cette trajectoire chez vous? Alors déjà, tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette table ronde. Alors oui, j'ai créé ADEL il y a 2 ans maintenant pour accompagner les dirigeants sur… c'est un cabinet de conseil et depuis peu un organisme de formation que j'ai créé avec 3 piliers, qui est anticiper la crise, et renforcer la cyber-résilience des organisations. 2, identifier les compétences dont on a besoin pour justement développer cette cyber-résilience. Alors évidemment, les compétences, on en a besoin dans les grands groupes, mais dans les entreprises de taille intermédiaire, c'est vrai, c'est encore plus vrai, ou dans les entreprises qui ont des contraintes en termes de ressources et budgétaires, c'est de se poser quelles sont les compétences dont j'ai besoin en interne. Et puis troisièmement, c'est de rendre la cybersécurité compréhensible de tous, aussi bien des dirigeants, des collaborateurs, des RH, et aussi d'aider les équipes cyber à parler au COMEX en s'appropriant un langage métier. Alors, comment j'en suis arrivée là? J'ai 20 ans de passé au service de mes clients en tant que consultante chez un Big Four, puis IBM, après directeur commercial chez IBM, et j'ai accompagné mes clients pour mener, piloter, concevoir des projets de transformation de systèmes d'information, des systèmes organisationnels, enfin transformation des organisations, d'externalisation. Et en fait, la cybersécurité, c'est devenu comme une logique dans cette transformation digitale des entreprises. C'est une compétence supplémentaire que j'ai acquise, développée chez IBM. Donc, aujourd'hui, mon ADN, c'est de pouvoir parler et de comprendre les enjeux des métiers et les enjeux technologiques, de pouvoir rendre la cyber accessible à tous et de travailler dans un environnement complexe et multinational. Voilà, d'où cette possible participation à une méthode de gestion de crise cyber, parce que aujourd'hui, effectivement, il en faut bien des compétences diversifiées pour aborder ce sujet. Jean-François Bardet, alors vous êtes directeur conseil en organisation et stratégie, architecte d'entreprise chez Digit PME. Alors, vous vous présentez avant tout comme un expert en accompagnement d'une transformation digitale qu'on a évoquée ce matin, qui n'est plus un aboutissement, mais un continuum, ça c'est clair. La transformation digitale, c'est plus une option, c'est une question de survie. Il faut beaucoup de temps et de ténacité pour faire adopter aux organisations de nouvelles méthodes de travail. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Je vous remercie. Parlez dans le micro. Je vous remercie de votre invitation à cette table ronde. Oui, en effet. Disons que la transformation digitale, beaucoup d'entreprises, malheureusement, ne savent pas ce que c'est. Ou bien, des fois aussi, ne veulent pas savoir. Et des fois, ils pensent que c'est simplement un exercice de style. Malheureusement, dans ce cadre-là, il y a beaucoup de choses qui sont développées depuis 20, 30, 40 années. Et justement, les réglementations, par exemple, quand j'ai travaillé chez S2E, S2E était la filiale de la BNP Paribas, Société Générale, HSBC, AXA dans l'épargne salariale,
les systèmes d'information sont gangrénés et poussent de tous les sens. Donc, moi, en tant qu'architecte d'entreprise, spécialisé donc dans la transformation digitale, j'ai donc la tâche d'essayer de réorganiser tous les travaux qui ont été faits depuis 20, 30, 40 ans, et souvent dans des conditions pas toujours évidentes. Et on va voir justement comment y mettre de la méthode. Et Frank van de Kanningen, alors j'ai bien prononcé votre... Oui, ça va. Ça va, donc c'est pas ça. Donc, non, c'est tout à fait correct. Voilà. Tout à fait correct. Vous êtes le CISO IMIA de Schneider Electric, membre du conseil d'administration du CESA. Franck, vous étiez, avant d'arriver il y a quelques mois, groupe CISO de CNP Assurance, vous qui avez passé 25 ans au sein d'un groupe d'assurance. En quoi elle regarde que l'entreprise au sein de laquelle vous étiez pour la cybersécurité a changé? C'est quoi ce regard qui a changé au fil des années? Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. La cybersécurité dans les entreprises a beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Il y a une dizaine d'années, c'était essentiellement une expertise technique, peu intelligible pour les directions, les COMEX, et sur la dizaine d'années, il y a eu un certain nombre, je dirais, d'attaques, d'événements qui ont permis la prise de conscience des directions sur lesquelles il fallait considérer le risque cyber comme un risque majeur, investir, avoir une stratégie, la piloter, la suivre. Et en parallèle de ça, il y a eu un certain nombre, je dirais, de réglementations comme l'ANIS, par exemple, ou d'autres régulations dans certains domaines, comme le domaine financier, qui ont accéléré ces prises de conscience et ces investissements. Donc, prise de conscience, investissement, mais visiblement, si on est là ce matin, c'est qu'il manque forcément quelques éléments un peu plus fédérateurs. Alors, on va essayer d'aborder 5 petites questions, 5 volets. Comment faire un élément opérationnel de la cybersécurité, comment la rendre intelligible? Est-ce que c'est qu'une question de confiance numérique? C'est un sujet comme les autres? Comment la dédiaboliser? Et surtout, comment faire un sujet de formation? On va commencer par cette cybersécurité. Est-ce qu'on n'en ferait pas un élément opérationnel? Allez, chiche. Alors, peut-être devrions-nous commencer par nous interroger simplement sur la cybersécurité, comment arriver à en faire un élément clé du fameux modèle opérationnel d'une entreprise. Question simple. Anne Doré, la question, c'est plus pourquoi, mais comment aujourd'hui? Je vois que vous avez travaillé chez IBM, donc c'est une expérience sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Comment est-ce qu'on arrive, par exemple, dans une entreprise comme IBM, à en faire un élément clé, voilà, indiscutable, incontournable, par exemple? Alors, en fait, c'était très simple. D'ailleurs, c'est en travaillant chez IBM que je suis tombée dans la cybersécurité, entre guillemets. C'est que à l'époque, c'était Ginny Rometty qui était la PDG Monde et elle avait son leitmotiv sur la cybersécurité, c'était de dire que la cybersécurité était un des 3 risques qui devait être en permanence sur le bureau de tous les DG, des groupes, enfin d'une entreprise. Donc ça voulait dire que si un DG a 3 risques à gérer en permanence dans son entreprise, et ben sur les 3, il y en a déjà un de façon structurelle et permanente qui est la cybersécurité. Donc ça, c'était déjà le premier point qui était comment dirais-je, très percutant. Le deuxième point, moi, qui m'avait impressionné, c'est que comme c'est un sujet, évidemment, comme vous l'avez compris, qui lui tenait à cœur, elle avait organisé un événement à New York à l'époque avec les clients d'IBM, dédié à un événement dédié à la cybersécurité. Et ce qui m'avait impressionné, c'est que en fait, sur les tables rondes, il n'y avait aucun profil technique, c'était que des profils métiers qui venaient expliquer pourquoi la cybersécurité, c'était important pour eux. Donc, je me rappelle du responsable de la supply chain, de la production du groupe Toyota au niveau mondial, qui disait qu'en fait, la cybersécurité, pour lui, c'était important parce que s'il n'y avait pas de cybersécurité, ces chaînes de production pouvaient s'arrêter à n'importe quel moment. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai compris que, la cybersécurité est un risque métier dont l'élément déclencheur est un risque technologique. Ça, c'est un premier sujet. 2, que le risque cyber, du coup, est un risque de COMEX qui doit être porté par les comités de direction et le COMEX. Et 3, que en fait, la cybersécurité est un enjeu transversal et on y reviendra, qui nécessite aussi une approche 360 au sein de l'entreprise. Donc c'est pour ces raisons-là que en fait moi je me suis dit la cybersécurité c'est super important, c'est super intéressant et je veux travailler dans ce secteur d'activité. Voilà, donc la recette, c'est on le met en haut de la pile, on en fait une priorité et puis surtout on n'en fait plus un sujet que
technologiques. Jean-François Bardet, quand nous abordons la question de mettre de la méthode pour intégrer la cybersécurité dans un processus de transformation, par quel bout faut-il prendre le problème? Et pouvez-vous l'illustrer au travers de vos nombreuses expériences? Alors, une illustration. Oui, parce que sinon, c'est riche. Ça va être très riche et très long. Donc, cette question, en fait, elle touche directement aussi la notion de la transformation digitale. Parce que la transformation digitale, ce n'est pas une transformation numérique de l'entreprise. C'est avant tout une transformation humaine. Et dans cette transformation humaine, il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau des préparations à une transformation digitale. Il faut arriver à évangéliser, présenter, clarifier tout ce qu'on va faire dans le domaine. À cet égard, comme la cybersécurité est un pilier et non pas seulement un levier pour la transformation, il faut aussi, dans le process, arriver à présenter tout ce qui touche à la cybersécurité, dans le sens où la cybersécurité, c'est tout compensé comme une chose de l'IT, alors qu'en fait, c'est une chose des métiers. Parce que, par exemple, 40% des spamware, des ransomware venaient d'erreurs données par des employés qui accédaient à des sites ou des liens qui n'étaient pas autorisés ou autorisables dans la compagnie. D'accord, donc on le voit, c'est vraiment remettre le sujet de la cybersécurité à sa place auprès des métiers et puis, comme vous le rappelez, à chaque fois poser la question sur chacun des processus qui sont remis en cause. Frank Van Canningham, comment le spécialiste de la cybersécurité que vous êtes au sein de Schneider Electric, vous voyez de manière très concrète s'organiser au quotidien cette cybersécurité dans le fameux modèle opérationnel de votre structure? Parce que c'est un peu, on va dire, voilà, Schneider Electric, c'est un peu l'industrie, c'est de l'IoT, c'est obsessionnel chez vous. Nous, ça fait partie d'une fonction, je dirais, basique de notre ADN. On est obligé de démontrer, de penser sécurité dès le début du produit. Que ça soit, je dirais, dans la définition véritablement technique, mais aussi dans la formation de nos collaborateurs, dans la formation de nos partenaires, dans, je dirais, l'accompagnement de nos différents services que nous allons offrir à nos tiers. On est énormément maintenant dans l'IT et dans l'IoT. Ouais. Mais la question maintenant qu'on va se poser, c'est justement, mais comment rendre la cyber intelligible auprès de son COMEX, comme de ses métiers? Alors, est-ce que c'est possible? Alors, donc, à première vue, de ma lointaine lorgnette, sauf si j'ai peut-être été distrait, jamais cette phrase n'a été glissée dans le manuel de tout bon manager de justement prendre en considération la cybersécurité. Alors, Anne, vous avez enseigné, je ne sais pas si vous continuez à enseigner, si, oui, très certainement. Comment faire passer l'idée que désormais la croissance d'une activité passe par la sécurisation de l'ensemble de ses activités auprès d'un COMEX? Alors déjà un préalable, comment pouvons-nous la rendre intelligible? Ça jargonne trop. Je fais comment pour demander à ma direction générale d'augmenter la taille de mes équipes comme de mon budget, car, alors là, je vous sors quelques éléments d'une étude, je manque de talents qualifiés en cybersécurité, c'est vrai à 53% en France. Je constate une augmentation des problèmes de conformité de réglementation, c'est vrai à 47% en France. Je manque de soutien des parties prenantes pour les initiatives de sécurité, c'est vrai à 40% en France. Et je constate la complexité des environnements technologiques distribués, voilà, c'est vrai à 33% en France. C'est une étude voilà, qui sort de Global Survey qui a été réalisée pour Salt Security. Alors justement, quand on a tous ces sujets-là qui s'empilent, comment on peut justement arriver à faire passer l'ensemble de ces sujets et les rendre justement ce mot intelligible est assez essentiel. Alors déjà, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la cybersécurité, en fait, elle est au service de la stratégie de l'entreprise. La cybersécurité, c'est pas une finalité, elle doit être totalement corrélée à la stratégie de l'entreprise. Donc, il y a déjà un effort à faire à corréler les deux, ça c'est le premier point. Et en fait, là, cette année, j'ai commencé un cours à l'EGE, l'École de guerre économique, pour des MBA en formation continue qui sont déjà des professionnels à cyber. Et en fait, l'objectif, c'est de parler cyber COMEX. Et un des exercices cas pratiques que l'on prend, c'est comment en fait je pitch un investissement de SOC, donc un Security Operations Center, à un COMEX. Et en fait, on s'aperçoit que je l'ai dit tout à l'heure, la cybersécurité, c'est une approche transversale. Donc, il y a évidemment un sujet technologique, mais il y a un enjeu d'organisation, il y a un enjeu de
RH, d'expertise, etc., 24/7, si on parle du SOC. Il y a un enjeu d'écosystème et il y a un enjeu de conformité juriste. Et au milieu, vous mettez les enjeux stratégiques de l'entreprise. Et donc, en fait, quand vous adressez la cybersécurité à un COMEX, il faut avoir cette approche transversale et il faut avoir chacun de ces leviers-là en fonction évidemment des thématiques, mais pouvoir les appuyer sur le bon levier en fonction de la problématique que vous voulez mettre en avant et surtout, du coup, trouver les alliés et les sponsors au niveau de votre COMEX. Alors ça, c'est évidemment, ça paraît simple comme ça, c'est un exercice, mais je pense que c'est le seul moyen au jour d'aujourd'hui de faire un effort de alors évidemment, l'effort il doit être bilatéral, c'est-à-dire que les COMEX quand même doivent faire l'effort de comprendre les enjeux cyber, mais il faut aussi que les équipes cyber fassent l'exercice de parler, de s'approprier la terminologie et les enjeux métiers pour pouvoir les corréler avec leurs enjeux à eux et du coup pouvoir convaincre plus facilement les COMEX. Enfin, vous voyez comme nous jargonnons, il faut pitcher le SOC auprès du COMEX. Alors, Jean-François, vous qui avez passé 12 ans chez Atos, je sais que vous aimez actionner l'intelligence collective. Alors, comment justement auprès des métiers pouvons-nous arriver à l'actionner justement entre cette IT et ces métiers? Disons que l'intelligence collective, qu'il faut donc émuler pour parler en termes techniques, ça revient en fait au désilotage de l'entreprise. Parce que, si vous voulez, les entreprises nombreuses, trop nombreuses, même des grandes, je ne vais pas en citer parce que je ne ferai pas de publicité pour elles, sont silotées. Chaque département est en silo. Donc, il faut arriver à réorganiser ce qui est le rôle d'un architecte d'entreprise, toute entreprise, de manière à ce que chacun puisse trouver son intérêt et sa passion pour travailler en équipe. Et en faisant ça, on arrive à des résultats tout à fait étonnants, notamment au niveau du turnover qui chute considérablement et des résultats qui, eux, augmentent considérablement aussi. J'en ai peut-être 5-6 exemples comme ça qui me viennent à l'esprit, qui me disent que la transformation digitale au travers du changement de la culture d'entreprise et du leadership est quelque chose de vital. Et donc aussi au niveau de la cybersécurité, qui, comme on l'a dit, est un élément essentiel de la transformation digitale. Donc, question de leadership. Vous voyez, mon général, question aussi de désilotage. Il n'y a pas que l'ensemble de nos administrations qui doivent se désiloter pour approcher ce sujet. L'ensemble des grandes entreprises aujourd'hui sont encore responsables de cet état de fait. Franck, j'ai presque envie de vous dire, accusez, levez-vous. Vous voyez comment je suis un peu violent. Car si j'en crois mes oreilles, vous autres RSSI seriez accusés de ne pas savoir vendre votre sujet au point de passer pour des empêcheurs de tourner en rond. Pourtant, c'est le paradoxe d'un sujet, à en croire certaines études, où il y aurait rien à en redire. Donc toujours selon l'étude que j'ai précitée juste avant. Alors 100%, voilà, des conseils d'administration s'estimeraient bien ou bien informés sur les questions de cybersécurité, et même certains RSSI jugeraient leur conseil d'administration très compétent. Bon, alors j'ai lu des tas de choses, y compris dans Astérix. Astérix, c'est le devin, c'est le meilleur, parce qu'en général, nos visionnaires disent tous n'importe quoi. Et le Cézanne, justement, sur le sujet, il en dit quoi de cette conversation, de cette compréhension de l'ensemble des enjeux cyber par les COMEX? Alors, comme vous le citiez tout à l'heure, il faut rendre la cybersécurité intelligible, mais je dirais qu'il faut même pousser jusqu'à appropriable. C'est-à-dire que si les comités de direction, les COMEX entendent un message, il faut simplifier le message pour qu'il soit compréhensible, parce qu'autrement, on informe, mais c'est pas pour autant qu'il y ait une décision éclairée qui est derrière. Il faut rendre appropriable dans le sens où les membres du COMEX ou des directions soient capables d'en parler, soient capables de devenir le sponsor dans la transformation de l'entreprise, dans les offres produits, pour pouvoir avoir un accompagnement positif, pour expliquer que la cybersécurité est un allié, est un business enabler, et en aucune façon un outil uniquement de conformité pour, entre guillemets, avoir des croix dans des cases. Donc c'est extrêmement important de simplifier ce message et que les RSSI se transforment en communicants. Anne parlait de pitcher, alors on peut utiliser le terme qu'on veut, mais quelque part, les très bons techs d'une époque, il faut faire un genre de mea culpa, c'était pas les rois de la com, et encore moins les rois de la com pour du COMEX. Le COMEX veut voir un ROI, veut voir une efficacité, veut voir, je dirais, un bénéfice à mettre quelque chose. Si c'est juste rendre anxieux nos dirigeants, c'est pas comme ça qu'on a du support.
Il faut leur donner envie de s'intéresser à la matière. C'est pour ça que moi, j'ai presque tendance de préférer le terme appropriable. S'ils commencent à communiquer autour de ça, c'est-à-dire que le message est compréhensible, qu'ils adhèrent, qu'ils s'intéressent à la matière, ils deviendront des bons sponsors et la cybersécurité, ça sera à sa juste place. Appropriation, c'est un mot qu'on va effectivement reprendre. Alors, si quelques-uns d'entre nous viennent de nous rejoindre en ligne, c'est toujours le cas, je rappelle que nous sommes en direct du campus cyber à la Défense pour ce matin évoquer la question comment faire de la cybersécurité un levier de transformation du modèle opérationnel avec nos 3 invités. Anne Doré, présidente d'Adels, et vous êtes la secrétaire du CLISIF et membre du conseil d'administration de WEM4 Cyber, voilà, c'est important de le rappeler. Jean-François Bardet, je rappelle, vous êtes directeur conseil en organisation et stratégie architecte d'entreprise C, Digit PME, et Frank Van Canengen, je vais le prononcer correctement. Plusieurs prononciations possibles. Mais moi, c'est pareil, il y a des E, tout ça. CISO et MIS Schneider Electric, membre du conseil d'administration du CESA. Je salue Alain Bouillet, voilà. Et un petit rappel à l'intention de nos auditeurs, si vous souhaitez interagir, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions en direct sur le chat. On y reviendra tout au long de cette matinale. Et si quelques personnes dans la salle veulent d'ores et déjà poser une question, non, pas encore. En tout cas, préparez-les parce que je crois que l'interactivité est importante. Alors, on va parler maintenant de la confiance numérique. Vous en pensez quoi? Moi, alors, quand on cherche une définition de cette confiance numérique, alors ça désigne l'intégrité des relations, des interactions et des transactions entre fournisseurs et consommateurs au sein d'un écosystème numérique donné. La confiance numérique, on le voit bien, elle est difficile à établir, elle demeure toutefois capitale pour toute organisation qui entend attirer et fidéliser une clientèle dans l'économie numérique actuelle. J'ai même envie de dire fidéliser ses propres futurs collaborateurs. Alors Franck, j'ai envie pour cette partie de commencer par vous, demander en quoi les audits de tiers, allez hop, on va rentrer sur un sujet bien spécifique, sont l'un des éléments préalables à la constitution de cette confiance. Pourquoi est-ce qu'il faut en passer par les tiers ? Alors, on va avoir des tiers qui vont nous fournir des services humains, des services techniques, travailler nos data, nous fournir de la data. Si les data sont, je dirais, corrompues ou, je dirais, sujettes à des fuites de données, ça va remettre en cause la pérennité de l'offre qu'on va fournir ou qu'on va utiliser. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir avoir le plus haut niveau de confiance par rapport à ces tiers. Ça passe par des clauses contractuelles, ça passe par des questionnaires, mais ça doit aller, si on veut aller loin, jusqu'à des audits de tiers pour pouvoir, entre guillemets, bien comprendre sur la prestation de service quel est son niveau de sécurité. Et par exemple, les bio-CRM poussent des sujets comme la dépendance, la pénétration sur sa relation avec les tiers. Il faut bien connaître ces tiers pour bien les auditer et en tirer les bonnes conclusions. D'accord. Et comment on présente ça auprès de son COMEX pour pas passer pour ce qu'on a appelé tout à l'heure un empêcheur de tourner en rond, justement ? Il faut commencer. On peut s'appuyer sur des réglementations. Il y a quand même NIS 2 qui a un gros sujet sur le suivi des tiers. Il faut aussi faire de l'évangélisation parce que toutes les sociétés ont eu des tiers qui ont eu des problèmes. Donc, il ne faut pas oublier de communiquer sans juger parce que ça peut arriver à tout le monde, mais d'expliquer que on est, je dirais, dépendant d'un certain nombre de tiers, petits ou grands, qui peuvent avoir des problèmes de sécurité, et que quelque part c'est l'offre finale qui subit cette problématique. Et il faut quelque part avoir une approche dans un premier temps par, je dirais, une criticité des tiers, en expliquant que si ce tiers, je dirais, a une interruption de service pour des raisons de sécurité, c'est la production de l'entreprise qui va, entre guillemets, avoir une problématique, et tout doucement rentrer dans une démarche, je dirais, progressive et adaptée, et proposer, dans le cadre de la stratégie, plutôt des approches, je dirais, groupées, pour éviter que chaque société pose une liste de questions, je dirais, spécifiques à la société auditée, parce qu'autrement on va noyer le tiers sous des questionnaires propriétaires, et pendant ce temps-là, il ne fera pas de sécurité, il fera du remplissage de questionnaires. Tout le monde ne peut pas avoir la capacité d'avoir des équipes comme on a chez Schneider, dédiées à la réponse à des questionnaires. Les petites sociétés, les sociétés moyennes, on doit leur laisser du temps à faire de la vraie sécurité, à répondre de façon pertinente à des audits, et pas à brûler leur temps à répondre à des questionnaires. Donc il faut avoir une approche pragmatique dans cette démarche-là. Donc pragmatique et surtout, comme vous l'avez dit, rappeler l'ensemble des dépendances, puisque aujourd'hui le digital, c'est un sujet de très haute dépendance
comme on peut le voir au quotidien. Alors Anne, d'une part, comment voyez-vous ce sujet de confiance? Et d'autre part, ce que nous sommes en train d'évoquer ensemble, ne serait-ce pas une forme de collaboration transversale sur la cybersécurité et comment l'entreprise peut-elle devenir justement apprenante sur le sujet de la cybersécurité? Parce que j'ai bien envie de dire que c'est peut-être ça le nœud gordien. Oui, bah en fait, les entreprises, il faut qu'elles deviennent apprenantes sur les sujets cybersécurité parce qu'il faut qu'elles montent en compétences. Il faut que l'ensemble des collaborateurs montent en compétences. On sait très bien que la cybersécurité ça va vite. Donc en fait, c'est une compétence qu'il va falloir développer de façon systématique, de façon récurrente et de façon permanente. Ça, c'est le premier point. Et je pense que par rapport à ce que disait Franck aussi, c'est que pour que les gens adhèrent à la cybersécurité, pour que les DG, pour reprendre ce que tu disais sur comment dirais-je, il faut que les membres du COMEX puissent s'approprier le sujet et le porter aussi, c'est qu'il faut donner de la valeur à la cybersécurité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la cybersécurité soit uniquement un poids mort que l'on porte dans l'organisation. Il n'y a pas, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de mise en œuvre de stratégie opérationnelle sans la cybersécurité. Il n'y a pas de RSE aujourd'hui, qui est un sujet dont on parle beaucoup. Toutes les entreprises se prônent la RSE, etc. Mais il n'y a pas de RSE sans cybersécurité et c'est ainsi de suite. Donc en fait, il faut aujourd'hui valoriser la cybersécurité et chaque membre du COMEX doit pouvoir porter le sujet de cybersécurité dans son domaine pour aussi en faire aussi à la fois devenir porteur du sujet et comment dirais-je, évangéliser et du coup donner du sens à la cybersécurité. Voilà, parce que le sujet, c'est effectivement de ne pas faire de la cybersécurité un sujet isolé, c'est ça? La cybersécurité n'est pas une finalité en soi. Elle est au service d'une stratégie d'entreprise, elle est au service des métiers. Et elle n'est pas là pour pénaliser les métiers. Donc en fait, c'est un équilibre en permanence qu'il faut trouver. Alors l'équilibre est pas toujours facile, mais l'équilibre, comme toujours, il passe par le dialogue et la compréhension des besoins et des enjeux métiers. Et à partir de là, on trouve une solution de cybersécurité qui est la plus appropriée, avec un risque résiduel qui est accepté par tous. Mais en fait, c'est une discussion. Je veux dire, la cybercoercitive, c'est bien, mais ça c'est limite parce qu'à un moment donné, chasser naturel, il revient en galop et les utilisateurs trouveront des solutions de contournement de façon systématique. Oui. Je parle sous ton contrôle, Franck, hein, mais voilà. Vous voyez, ce qu'on dit, on parle juste de mots simples, on n'est pas dans la techno, hein, on doit dédramatiser, vulgariser, rendre appropriable cette cybersécurité. Et puis c'est surtout un sujet qu'il faut repositionner. Alors Anne, on va continuer justement sur le sujet d'appropriation. Alors vous avez justement cité la RSE. Donc en gros, le sujet de cyber, il faut l'associer à la RSE et à tout un ensemble de sujets qui sont les priorités aujourd'hui pour assurer cette forme de confiance qui est aujourd'hui indispensable dans une société qu'on veut de plus en plus numérique. Alors, en fait, on l'a dit, c'est-à-dire que la cybersécurité, elle est à la fois transversale, parce que bon, souvent vous avez des infrastructures qui sont transversales et il faut casser les silos. Hein. Je veux dire, il y a quand même des choses. Quand vous avez une politique de sécurité des systèmes d'information, des formations, c'est quand même assez transversal. Mais maintenant, en fait, il faut remonter aussi dans les chaînes de métiers, dans la chaîne de valeur des métiers, pardon, et au niveau des processus décisionnels des métiers. C'est-à-dire que l'année dernière, j'ai accompagné un grand groupe justement qui avait une maturité technologique et son enjeu, c'est de comment je remonte dans la chaîne de valeur des métiers pour faire en sorte, comme le disait Franck, que dès que le métier va penser innovation, en fait, il va associer la cybersécurité. Et donc, en fait, l'objectif de tout ça, c'est de faire en sorte la cybersécurité un business partner des métiers, dès la conception, dès au quotidien. Alors, s'il y a quand même, donc, il faut définir un modèle organisationnel qui se calque évidemment sur le modèle organisationnel des métiers parce que l'objet, c'est pas de faire de la communauthologie et de pas de compliquer l'organisation. Il y a aussi des défis, donc c'est un premier point. Il y a un défi qui est quand même, il faut que le métier comprenne la valeur de cette démarche, que disent pas on parle déjà à l'informatique donc on n'a pas besoin d'embarquer la cybersécurité. Non, c'est quand même deux sujets complètement complémentaires et différents. Et puis après, l'enjeu aussi, c'est d'avoir des profils. On en revient toujours au sujet des compétences, qui est cette capacité à comprendre les enjeux métiers et à comprendre les enjeux technologiques et notamment cybersécurité. Donc en fait, et on revient au sujet de transformation organisationnelle de l'entreprise, c'est-à-dire que maintenant, il faut sortir la cybersécurité du sujet, donc remonter dans les organisations avec tous les écueils et tous les enjeux de transformation organisationnelle que je viens d'évoquer.
et faire effectivement remonter et redescendre le sujet aussi vite. Alors Franck, ces sujets qui sont les signaux forts de l'entreprise numérique d'aujourd'hui, hein, et de demain, c'est un sujet lié à la gestion des ressources humaines. Alors, comment est-ce qu'on peut former ces personnes qui ne sont pas techniques? D'ailleurs, quelles sont les recommandations du CESA pour embarquer femmes et hommes dans cette aventure? Parce que c'est un peu ça, il faut embarquer, embarquer et embarquer, c'est ça? Tout à fait. Déjà, je dirais, il faut se sentir responsable. On peut pas se plaindre d'avoir un manque de ressources sans être acteur. Toutes les écoles de formation sur la cybersécurité peuvent faire beaucoup d'efforts, mais avant que les personnes soient en niveau de véritablement, je dirais, accompagner, produire et rendre plus efficace, il nous faut du temps. Donc, je pense qu'il y a un premier, je dirais, axe où les entreprises doivent accompagner les écoles, les alternants et, je dirais, aider à avoir une adéquation et une rentabilité au plus tôt par rapport aux entreprises et par rapport aux besoins. Après, il faut pouvoir, entre guillemets, vendre la cyber en interne. La cyber, pour moi, c'est un peu comme les assurances. Il faut aller les vendre. Les gens viennent pas obligatoirement faire de la cyber, et les gens qui viendraient uniquement pour un côté salarial vont pas être de très très bons, je dirais, performeurs. Il faut pouvoir donner envie, donner des places à des personnes qui ont des profils très différents. L'expertise technique, tout le monde sait à peu près comment former les gens et faire des bons opérationnels. Bon, il en manque, ça c'est un fait, donc il faut quand même travailler dessus. Par contre, tout ce qui est organisationnel autour, on parlait de ces nouveaux métiers de communication, de gestion financière, d'accompagnement méthodologique, d'accompagnement de la transformation. On parle dans certaines structures de BISO, qui sont des ciseaux qui sont dédiés, je dirais, à un accompagnement business. Donc, c'est des messages très très forts qu'on met dans l'entreprise. Donc, il faut, je dirais, former, informer tout le monde, qu'il y a de la place pour tout le monde, qu'on peut avoir des personnes très efficaces dans la cybersécurité qui amènent une nouvelle dimension, et il faut les soutenir. Moi, j'ai eu l'occasion de pouvoir, je dirais, attirer des auditeurs internes qui ne sont pas obligatoirement des gens qui viennent de la technique. Il faut expliquer à tout un chacun que ces personnes-là seront sûrement les personnes les plus efficaces pour aller décrocher un sponsoring, un COMEX, ou décrocher je dirais, un accompagnement financier. Donc, il y a plein de, je dirais, de compétences qui sont nécessaires. Et le ciseau, quelque part, est un chef d'orchestre, est une avant-vente pour aller attirer ces talents, leur permettre de grandir, leur permettre d'être efficaces. Et il faut initier, je dirais, mettre en route cette chaîne vertueuse d'attirer des talents en disant c'est une expertise que vous pouvez acquérir dans votre parcours professionnel. Ça ne veut pas dire que vous finirez dans la cyber, mais au moins cette nouvelle compétence que vous allez acquérir va pouvoir accompagner, je dirais, la transformation de l'entreprise, et certaines personnes qui viennent du métier peuvent accompagner encore plus la cybersécurité parce qu'elles savent comment les produits marchent, comment ils ont été conçus, donc ils vont avoir une approche exceptionnelle sur l'approche sécurité. Alors je vais sortir cette horreur, un bon RSSI, c'est un bon vendeur. Quelque part, ça peut être vu comme un bon vendeur parce qu'il accompagne, je dirais, la mise en place de business. Parce que si le ciseau n'est pas un bon communicant, comment le client va acheter votre produit, parce qu'il va quand même avoir des doutes, ou du moins il va s'interroger. Et en même temps, il faut qu'il puisse, je dirais, attirer les différents intervenants à l'intérieur de l'entreprise, que ce soit les achats, la com, tous les différents métiers qui vont participer à cet effort collectif et cet esprit collectif qu'est la cybersécurité. Il faut qu'il attire les gens pour que, entre guillemets, il y ait une envie de faire, je dirais, un exercice cyber dans l'exercice de la fonction initiale. Donc, il faut savoir se vendre, il faut savoir attirer, il faut faire des efforts, sortir de ces zones de confiance où on est un expert technique pour expliquer que bien gérer ces clauses contractuelles dès le début avec un partenaire, c'est gagner du temps dans le futur, c'est éviter des problèmes. Et donc, il faut expliquer, évangéliser, montrer par des exemples, communiquer sur des incidents pour se dire il y a des façons d'optimiser opérationnellement l'exercice de l'entreprise. Et ça, c'est un exercice facile qui est réalisé souvent au sein du CESA? C'est des échanges que l'on fait dans différents groupes de travail à l'intérieur du CESA, où on échange ses expériences, où on échange comment on réalise certaines actions, comment, comme le disait Anne, comment on va aller pitcher par exemple sur un SOC. Il y a des exercices au congrès du CESA, il y a des exercices, des concours d'éloquence par exemple, parce que c'est quand même important de savoir, c'est pas la première qualité qu'on attend d'un ciseau aujourd'hui. Donc c'est à nous de prendre en compte ce besoin, de travailler dessus, dans des groupes de travail, d'entendre comment un de nos pairs a communiqué autour d'un sujet pour en reprendre, je dirais, un narratif, des buzzwords, des angles de présentation pour se dire
si je le vends comme ça, il va se vendre en interne. Si toutes les autres sociétés de mon marché font ça, je vais avoir plus de facilité à le vendre. Donc, c'est très intéressant, entre guillemets, d'apprendre de nos pairs pour pouvoir avoir un message intelligible, appropriable et d'avoir le sponsoring du COMEX ou de la direction. Anne, même question du côté du Clusif. Pareil, ce narratif, ce besoin d'être éloquent, de vendre ces sujets. En fait, je vais rebondir, je suis totalement en phase évidemment avec Franck, et je vais rebondir de cet acte de vente, il est en interne, mais dans certains cas, il aussi peut être en externe. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quand vous faites une levée de fonds, quand vous allez voir les investisseurs, quand vous allez, vous faites du contrat, vous êtes prestataire de service et que vous vendez des prestations, vous êtes externalisé. À un moment donné, la cybersécurité de votre entreprise, c'est un élément déterminant qui peut vous faire gagner des appels d'offres. Donc cette cette capacité à vendre la cybersécurité, c'est en interne. Mais c'est aussi en externe, et c'est une vente au bon sens du terme, parce que c'est une vente qui a du fond, qui a de la valeur et qui apporte de la valeur à l'entreprise. Pour répondre à ce que vous disiez sur votre question, c'est oui, la cybersécurité, c'est de la compétence, et le Clusif évidemment est totalement convaincu sur le sujet. Je porte ce sujet-là en tant que co-animatrice, copilote du GT Formation du campus cyber, sur lequel on a travaillé sur la maîtrise des métiers et des compétences de la cybersécurité, justement pour avoir une approche qui est justement qui valorise la compétence en disant soit des personnes qui ont qu'un parcours différent ou qui ont dans le cadre des évolutions de carrière, quelles sont les compétences qu'elles doivent développer pour faire tel et tel métier. Et comme l'a dit Franck très justement, il y a beaucoup de compétences dans la cybersécurité qui ne sont pas techniques. J'ai aussi l'occasion d'avoir, avec de GT Formation, d'avoir contribué à la campagne de publicité qui a été sponsorisée par l'Éducation nationale, Devenir ensemble cyber, demain ensemble cyber, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est ça, c'est de dire attention aux jeunes, même aux jeunes. Les juristes ont besoin de compétences cyber, on a besoin d'acheteurs qui ont des compétences cyber. La cybersécurité, les compétences cyber ne sont pas exclusivement réservées aux enjeux technologiques. Aujourd'hui, on a besoin, encore une fois, qu'elle se répartisse sur l'ensemble des fonctions de l'entreprise, aussi bien des métiers que des fonctions de l'entreprise. Et ça, c'est un des enjeux qu'il faut faire, parce que du coup, ça veut dire quelles compétences pour quel profil et comment je fais monter ces personnes-là en collaborateurs, en compétences, pardon. Mieux répartir les compétences. Alors Jean-François, au-delà même de la formation, de la sensibilisation, notre sujet, parfois, s'apparente aussi et surtout à une hygiène numérique. Hein. Alors, je suis pas dentiste, hein, je vous rassure. Petite parenthèse publicitaire hein, sur le site d'IT for Business. On a publié pas plus tard qu'il y a quelques jours un article intitulé « Des SI et RSSI, vos dirigeants sont vos pires ennemis », hein, basé sur une étude SOCEF qui met en avant les risques posés par les comportements des dirigeants devenus maillons faibles de la cybersécurité, où il apparaît que 60% des dirigeants sont plus enclins à cliquer sur des liens malveillants que les autres. C'est quoi au fond que cette hygiène numérique du quotidien que vous devez tous rappeler? Une hygiène que vous avez fait appliquer au sein de MDBA dans votre expertise, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais disons qu'il y a deux questions dans votre question. La première, c'est savoir si les dirigeants sont prêts à faire une transformation digitale. S'ils savent. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas, qui ne veulent pas savoir. Les dirigeants sont les premiers. Parce que si vous voulez, dans beaucoup d'entreprises, il y a des dirigeants, des managers qui arrivent, ils ont l'étiquette manager, donc ils savent tout. Alors que malheureusement, ils ne savent pas tout. Et dans cet esprit-là, l'hygiène cybersécuritaire, ça vient aussi, comme la transformation digitale, d'évangéliser, de présenter tous les tenants et aboutissants de la transformation digitale, combinés avec tous les tenants et aboutissants de la cybersécurité. Il faut sensibiliser chacun, savoir ce qu'on peut faire comme erreur pour que les erreurs, ça vient si vous voulez, ça rejoint l'analyse de risque, les analyses de risque qu'on fait lorsqu'on travaille dans la transformation digitale. Ça, c'est une hygiène de vie sûre, certaine. Il faut éviter que quand on fait des risques, ils se transforment en incident. Donc, si vous voulez, l'hygiène de vie, c'est vraiment quelque chose de vital, parce que la transformation digitale sans la cybersécurité ne peut pas se faire.
Vous êtes bancal si vous faites une transformation digitale sans tenir compte de la sécurité et la cybersécurité. Et donc, il faut absolument que chacun dans l'entreprise soit informé de tous ces risques et de faire qu'il fasse le maximum possible attention. Le rôle d'un RSSI ou d'un CISO, c'est la même chose, est vital. Il est apparu vital depuis quelques années déjà, mais il tente à devenir de plus en plus important et vital pour l'entreprise. Le CISO est aussi important, à mon avis, que le DSI. Alors, Anne, Franck, alors on va essayer d'évoquer un petit peu. C'est quoi ces petits gestes qui sauvent là au quotidien? Parce qu'on en parle comme ça, mais de manière très concrète. C'est quoi? Ou, comme vous dites, on apprend de ses erreurs, mais enfin, on peut peut-être les éviter, à moins d'être les spécialistes de. Certains me disaient, les Français sont spécialisés dans je cours en hurlant pour aller voir si ça fait mal quand on tape un mur. Mais bon, on n'est peut-être pas obligé. Non, mais moi, j'avais pas envie de parler de petits gestes. J'avais juste envie de parler d'un geste fort, c'est d'avoir un DG qui soit sponsor de la cybersécurité et qui soit aussi rôle modèle. Parce que en fait, je pense que ça passe par là pour avoir une cyber-résilience qui soit forte au sein des structures. Si on a un DG qui lui-même porte le message et qui s'applique les bonnes pratiques, et qui du coup systématiquement demande à ses collaborateurs de respecter ces bonnes pratiques, après ça va descendre, je dirais, dans l'organisation par granularité, et ça va aider justement à mettre en œuvre toutes ces pratiques d'hygiène dont on parle au quotidien. Après, voilà. C'est un geste fort, mais qui est à mon avis un des fondamentaux de la mise en place d'une cyber-résilience et un des principes d'hygiène de base d'une organisation cyber. Franck? Je dirais le geste le plus important, c'est de pouvoir, entre guillemets, de sortir de sa zone de confiance, c'est ce que je disais tout à l'heure, et par des exemples, faire comprendre à nos partenaires internes et surtout ceux qui font du business qu'on est un allié dans la transformation et dans le business, qu'on va pouvoir les accompagner, leur faciliter l'approche. Si par exemple la sécurité est mise dès le début dans une offre, on va pouvoir, entre guillemets, l'adapter et bien la construire. Si on la met au dernier moment, une fois que tout a été designé, ça va être trop tard, ça va jouer sur les plannings, ça va jouer sur beaucoup de choses. Donc c'est là où, entre guillemets, il faut sortir de sa zone de confiance, faire des efforts pour faire voir par des exemples et des réalisations à l'intérieur de l'entreprise et communiquer autour de ça pour faire voir qu'on a accéléré du business à des endroits. Donc c'est extrêmement important de ne pas se limiter à la conformité, à la défense, mais de se dire qu'on a, je dirais, un axe tout aussi important d'aller faire comprendre qu'on peut accélérer sur un certain nombre d'axes. Ça peut être le légal, ça peut être accompagner les DPO, accompagner les métiers. Il faut faire voir qu'on va aider l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important. Il faut donner envie de revenir nous voir. Alors, donc c'est bien de l'évoquer, hein, la cyber, donc c'est bien une méthode qui doit intervenir dans tous les process, dans tous les processus de conception, de fabrication, donc au plus tôt, et ce qu'on vient d'évoquer, qui va permettre de construire de la confiance, de la création de valeur. Bah là, on va essayer quand même de balayer un peu plus précisément ce que nos CISO doivent accompagner. Alors Jean-François, on évoque toujours la méthode agile, hein, le DevSecOps, hein, c'est comme dans l'agneau des tontons flingueurs, hein. De la pomme, il y en a aussi, mais avant tout, revenons sur ce que nous avons déjà évoqué en filigrane, la cybersécurité, que l'on veut imposer à la construction de nos systèmes d'information, qui ne sont plus que des assemblages, hein, où on doit contrôler toute la chaîne d'approvisionnement de nos API. C'est pas que pour faire plaisir aux CISO, ça, quand même. Non, mais disons que je commencerai par reformuler votre question. Vous parlez de cybersécurité qu'on veut imposer. Ce n'est pas la cybersécurité que l'on veut imposer. C'est la cybersécurité qui s'impose comme l'élément de la transformation digitale. Donc, à partir de là, si vous réfléchissez qu'une transformation digitale qui, en fait, dans l'entreprise n'est pas une transformation digitale, numérique, mais une transformation humaine de l'entreprise, vous avez déjà touché le bon point. Parce que si vous voulez, la transformation humaine de l'entreprise passe par des principes, des règles. Si vous voulez, vous me parlez de l'agilité. L'agilité, en fait, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui savent ce que c'est vraiment que l'agilité. Il faut le mémorandum agile de 2001
établit toutes les guides. Il y a 4 valeurs et 12 principes de l'agilité. Ces 4 valeurs et ces 12 principes sont repris dans toutes les méthodologies, Scrum, Kanban, XP, DevOps, tout ça. Et c'est vraiment, quand on suit la méthodologie, comment il faut penser quand on est en mode agile, on travaille nettement plus facilement. Et dans la transformation digitale, dans la cybersécurité, c'est la même chose. Il faut arriver à établir des principes, des règles que l'on suit pour arriver à faire ces transformations digitales. Et ça, c'est établi par l'architecte d'entreprise, bien sûr avec l'aide des dirigeants, et c'est gouverné par qui? Parce qu'on peut appeler, moi, ce que j'appelle l'enterprise architecture as a service, qui intervient transverse dans l'entreprise, de manière à ce que cette transformation, cette cybersécurité se fasse vraiment suivre au plus haut point. Donc, si vous voulez, il y a toute une gymnastique à apprendre à l'entreprise, et c'est le rôle de l'architecte d'entreprise qui doit justement former, évangéliser, organiser le travail. L'intelligence collective dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, et une fois que tout ça a pris, l'entreprise peut rouler d'elle-même et elle peut affronter d'elle-même toutes les mutations réglementaires, les mutations technologiques, sans avoir besoin à obligatoirement faire appel à une société de services pour l'aider. Donc, vous l'avez rappelé, c'est aussi une question où il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Alors, Anne, pareil, pour que nos ciseaux soient à l'aise avec ce travail d'évangélisation qu'ils doivent opérer ou d'acculturation, alors, ils ont des arguments à faire valoir. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être les rappeler comme ça, brièvement c'est quelque chose, ça doit être la petite musique, quoi, quelque part. Comme on dit, il faut que ce soit naturel, humain. Et comment on fait pour le... Alors oui, il faut que ce soit comment dire, naturel, humain. En préparant, en fait, je repensais à Thomas Pesquet, en fait, qui a cette capacité qui est vraiment un expert que tout le monde connaît, et qui a cette capacité à partager son expertise aussi bien avec des enfants qu'avec ses homologues. Et je me suis dit qu'en fait, si on avait quelqu'un qui pouvait faire ça en cybersécurité, ça serait oui, il faudra le cloner, mais ça serait quand même bien d'avoir cette capacité à ajuster son discours et son, comment dirais-je, pour justement être compréhensible de tous. Donc, le rôle modèle c'est un rôle modèle, mais je pense que l'image est bonne. Après, oui, ce qu'on disait à plusieurs reprises, c'est-à-dire que la cybersécurité, elle a un impact sur la RSE, elle a un impact sur dans l'acte de vente, lorsque vous, comment dirais-je, vous vendez certains services, à un moment donné, avoir une organisation qui est cyber résiliente, qui est certifiée, qui démontre que en fait la cybersécurité est un enjeu COMEX, c'est une force pour comment dirais-je, pour l'organisation par rapport à ses investisseurs, ses assureurs, comment dirais-je, et par rapport, comment dirais-je, à ses clients. Donc, ça permet de renforcer un écosystème, ça c'est absolument important. Ça aussi démontre que, en fait, ça peut protéger les collaborateurs, ça peut protéger la pérennité des emplois des collaborateurs, parce qu'une entreprise, une PME qui fait faillite une PME sur 2 fait faillite dans les 6 mois qui suivent une attaque. Donc, c'est aussi démontrer, expliquer aux collaborateurs que une hygiène cyber, c'est quand même aussi important. C'est aussi une façon de protéger leur propre entreprise et leur propre, comment dirais-je, leur métier et et donc c'est tout ça qu'il faut activer, c'est tous ces leviers qu'il faut activer, et de façon ad hoc, en fonction de son interlocuteur, en fonction du message que l'on veut faire passer. Donc on en revient toujours évangélisation et parler en termes non techniques. Et comment dirais-je, on parle pas de la cybersécurité de la même façon à quelqu'un qui travaille en usine qu'un commercial qui va sur la route et qui va être lui totalement nomade, ou alors la personne qui fait de la recherche et développement et qui, comment dirais-je, a des données stratégiques à protéger parce qu'il travaille sur le médicament qui supportera le business model de son entreprise dans 10 ans. Donc en fait, la cybersécurité il faut vraiment la contextualiser par rapport
au métier de la personne et par rapport au profil de la personne. Ça demande un travail qui est assez important, mais c'est, je pense, la seule façon de faire pour embarquer tout le monde dans cette cyber-résilience. Je ne pense pas que les discours génériques et que le e-learning soit forcément la solution, parce que le e-learning, on le fait souvent en parallèle de réunions, etc. Et que l'enseignement, le partage de façon générique de la cybersécurité, les collaborateurs ne se projettent pas et le COMEX encore moins. D'accord, donc c'est cette prise en compte du risque qui est essentielle, savoir l'expliquer, le mesurer, le démontrer sans relâche. Alors, Franck, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de toutes ces réglementations? Vous les rejetez violemment ou vous les considérez comme un allié précieux dans votre travail quotidien? Alors, je dirais c'est un petit peu complexe pour répondre à cette question parce que les réglementations, globalement, viennent perturber une roadmap sécurité qui est plus ou moins mise en place. Mais en même temps, elle permet de soutenir cette mise en place de roadmap, de reprioriser, d'éviter des distorsions avec d'autres compagnies et en même temps permet de faire monter en maturité l'ensemble de l'écosystème. Si on pense par exemple à NIS 2, ça va avoir un impact assez fort sur les sous-traitants. Donc, ça va nous permettre d'avoir des sous-traitants qui seront d'un niveau de sécurité bien supérieur. Et ça ne sera pas uniquement un client que nous pouvons être qui va forcer la main à un sous-traitant, c'est tout l'écosystème doit être vertueux, doit aller dans une dimension, je dirais, plus sécurisée pour pouvoir vendre sur un marché. Et en même temps, toutes les sociétés devront suivre la même cadence. Donc, ça permet d'éviter des sociétés qui se diraient est-ce que je dois investir ou pas dans la sécurité. Elles devront avoir à certaines échéances un certain niveau de sécurité. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir avoir ces réglementations. Par ailleurs, quand on voit certaines problématiques européennes, par exemple, si on voit à NIS 2 où on n'aura pas obligatoirement des pays leaders pour faire des remontées d'informations et surtout d'incidents, c'est là où, entre guillemets, les sociétés doivent participer à des comités de relecture, des comités d'avis, et on en fait un, par exemple, au CESIN sur NIS 2, où on remonte les interrogations qu'on se pose. Par exemple, pouvoir remonter les incidents aussi bien en anglais, c'est important pour nous, parce que si on doit remonter des incidents dans toutes les langues, dans tous les pays européens, on va pas faire de la gestion d'incidents. On va faire de la traduction, de la remontée, et après, on va avoir l'ensemble, je dirais, des autorités sécurité qui vont revenir vers nous dans leurs différentes langues pour gérer le truc. Donc, c'est là où, entre guillemets, il faut aussi être acteur dans ces réglementations pour donner des avis, pour se faire entendre, pour expliquer les problématiques qu'on va avoir et ce que l'on attend aussi de ces réglementations. Donc, c'est, je dirais, vertueux d'un côté, il faut avoir une lecture pragmatique et il faut être acteur de ces réglementations. Il ne faut pas uniquement les subir. Voilà, être acteur, partager, et ça, c'est important à tous les instants, tous les niveaux. Et vous avez raison de le rappeler, hein, les réglementations ne sont pas faites que pour être défaites, hein, comme on le voit si souvent. Notamment, on ne parlera pas du SecNum Cloud et puis des accords d'adéquation validés, puis invalidés et compagnie. Mais c'est vrai qu'on vit dans un monde d'incertitude et il faut savoir l'accompagner. J'aimerais rajouter juste un point. Il y a quelque chose qui n'est pas toujours très bien perçu par les entreprises aujourd'hui, c'est que les réglementations, les directives, on va en avoir de plus en plus. Donc, dans l'entreprise, que ce soit chez le CISO ou peut-être ailleurs, il va falloir avoir des équipes qui vont suivre les mises en conformité de toutes ces réglementations. Aujourd'hui, il y a NIS 2, pour ceux qui n'ont pas fini encore NIS 1, il y a DORA, il y a le Resilience Act, il va y avoir toutes les énièmes versions de tous ces projets, quelque part, de transformation, qui vont être, je dirais, impactants par rapport au roadmap sécurité, par rapport au roadmap IT, au roadmap de transformation. Donc, ça va être, je dirais, un nouveau métier de suivre les mises en conformité, de pouvoir, des fois, faire des homologations ou des qualifications, pour pouvoir, entre guillemets, pouvoir expliquer au board, nous en sommes où par rapport à telle réglementation dans tel pays. Donc, on le voit bien, la cybersécurité, c'est bien un sujet de formation. Alors, on le voit, elle doit être transversale, hein, c'est ce que vous venez d'évoquer. Elle doit être vue comme un levier de valeur. Hein, cette confiance est nécessaire. Et puis, comme vous le rappelez, l'ensemble des entreprises qui sont, j'ai pas envie de dire attaquées, moi j'ai envie de dire attrapées. Hein, c'est un peu le jeu des Pokémon, attrapez-les tous avec des saletés comme vous les connaissez si bien. Il faut évidemment s'en prémunir et savoir disposer des dispositifs pour être capable de reconstruire son système d'information le plus rapidement possible. Mais il faut que ça soit pris largement à bras-le-corps au sein de vos entreprises et vous devez
voilà, accompagner ces entreprises qui doivent monter en compétences. Alors, on va essayer de les lister justement de manière très pratique. Voilà, justement, ces montées de compétences, c'est important. Anne, vous qui avez ajouté comme corde à à vos arcs, pas à votre arc, à vos arcs, la cybersécurité. Vous aimez d'ailleurs rappeler que ce n'est pas une reconversion, ce que vous avez opéré, mais bien une nouvelle compétence. Alors justement, quels sont ces sujets qui doivent être enseignés au sein du COMEX comme au sein de l'ensemble des métiers? Alors, est-ce que on pourrait se permettre une sorte de liste à la Prévert? Alors, est-ce qu'on pourrait, comme ça, essayer de les passer en revue? Déjà sur un point, ce que disait Franck, je voulais reprendre quand il dit qu'il a formé des auditeurs à la cybersécurité. En fait, je pense que quand vous avez un auditeur, il a des grandes capacités d'analyse, il a une méthodologie, il a une compréhension du métier. Donc, je dirais, c'est après la dimension cybersécurité, c'est relativement facile à acquérir. On ne va pas demander à ces personnes-là des experts techniques. On va leur demander de comprendre les enjeux, de comprendre les impacts business. Et c'est du coup, entre guillemets, plus facile de s'appuyer sur des profils comme ça pour aller en fait après servir de médiateur ou d'interlocuteur entre les métiers et la cyber, et ça fait gagner beaucoup de temps à tout le monde. Donc ça, la parenthèse est fermée. Après, sur les COMEX, moi je suis convaincue que c'est pas une liste à la Prévert, c'est très structuré. Chaque membre du COMEX, que ce soit le directeur financier, le DRH, le responsable conformité, en fait, ils ont un rôle très précis à jouer en termes de cybersécurité. Si on prend le DRH, il a évidemment l'enjeu de travailler avec sur les aspects recrutement, gestion des compétences, awareness, etc. Il a l'enjeu de travailler, d'anticiper la gestion de crise, comment dirais-je, avec le CISO sur tout ce que ça veut dire préparer sur un plan humain et la gestion de crise, et puis aussi évidemment de mettre en œuvre les bonnes pratiques pour protéger les données personnelles. Donc, c'est un rappel de la distribution des rôles. C'est là exactement, en fait, en fonction du périmètre du membre des sujets portés par les différents membres du COMEX, en fait, je dirais c'est assez simple quelque part d'identifier les sujets qu'il doit porter sur la cybersécurité, soit en tant qu'acteur, soit en tant que sponsor, et de façon systématique, ils ont tous pour rôle d'être rôle modèle et de porter la cybersécurité sur leur périmètre. Un directeur commercial, il va être un modèle en termes de mobilité, par exemple de bonnes pratiques dans les transports en commun, etc. Mais il va aussi il va refuser de participer à des discussions avec des données commerciales sur des groupes de réseaux sociaux non sécurisés, par exemple. Je veux dire, c'est à lui qui va dire non, je refuse ce genre de choses, etc. Donc en fait, voilà, donc tout ça, c'est très structuré, et je pense que c'est aussi intéressant d'aller former ces différents membres du COMEX en leur expliquant quel est leur rôle attendu en termes de cybersécurité sur leur périmètre, parce que le CISO, on en a beaucoup parlé, mais il peut pas faire tout seul. La cybersécurité, c'est encore une fois transversal, 360, et il lui faut des sponsors et des alliés. Voilà, et Je peux rajouter quelque chose à ce sujet là. Tout ce qui touche au COMEX, CODIR, tout ça, tout ce monde doit être présenté et évangélisé. Il n'y a pas de personne à l'entreprise qui ne doit être épargnée. Et au niveau du COMEX, c'est vraiment essentiel et vital. Sinon, la transformation et la cybersécurité échouent. alors justement, Jean-François, donc on a évoqué l'intelligence collective, la démystification, la confiance, la méthodologie, l'hygiène de sécurité, l'évangélisation, hein, mais on a quand même oublié un sujet humain assez sensible. J'avais envie qu'on en parle, c'est la gestion des égos, hein, quelque part. Comment est-ce qu'on valorise le rôle des uns et des autres? Alors, vous venez de l'évoquer, hein, sans mettre à mal le rôle des managers pour éviter d'aller au front et mettre d'accord tout le monde, de la finesse, de la psychologie. Ben, disons que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le savoir-faire. C'est-à-dire que dans toutes les missions que j'ai pu mener, j'en ai mené plus d'une quarantaine depuis 2000, il faut arriver à organiser le travail. Et l'organisation du travail passe par exemple par des réorganisations, des meetings hebdomadaires d'équipe. Et dans ces meetings hebdomadaires d'équipe que vous organisez, pour justement favoriser la montée en compétence de chacun, l'intelligence collective, tout ça, il y a toujours des réfractaires. Donc, moi, comment j'opère? J'organise des meetings. Le premier meeting, à 5 ou 6 personnes,
la première personne passe, déroule son speech, la seconde aussi, et le troisième, c'est une personne réfractaire. La personne réfractaire, les autres sont présentés en 2 fois 5 minutes, lui se présente en 30 secondes. Ah. Bon, je lui demande, vous avez terminé? Il me dit oui, bon, et on passe au suivant. Si bien que dans l'histoire, le réfractaire se trouve bête, parce qu'il s'imagine que les autres pensent qu'il n'a rien fait du tout, qu'il ne fait rien. Et ça, c'est l'intérêt d'avoir l'amour-propre. Et à chaque fois, ensuite, ce réfractaire devient le membre le plus actif des réunions. Ça, le principe, c'est pour les membres d'équipe, mais dans la transformation digitale, une transformation digitale d'une entreprise ne s'attaque jamais de front dans toute l'entreprise. Il faut faire des choix de départements, pas des trop importants, pas des trop petits, mais des départements dans lesquels vous voyez que ça pourrait avoir un impact positif sur l'entreprise. Et à partir de là, quand vous avez réussi la transformation, entre guillemets, du département, les autres managers, ceux qui par des fois se montraient réticents au départ, sont obligés de suivre la route. Et c'est pour ça qu'ensuite, une transformation digitale, c'est comme de la gangrène. Une fois que ça a pris quelque part, ça ne peut plus l'arrêter. Alors, Franck, on est à peu près tous unanimes, hein, c'est pas un sujet technique, que seul vous, RSSI, devez porter. On est tous d'accord sur cet effort collectif qu'il faut opérer. Alors, on n'a pas totalement évoqué le sujet, alors si peut-être de manière civiline, sur le ROI, voilà, qui est la cybersécurité apporte un ROI comme un autre. Il faut opérer un investissement dans l'humain. Alors, comment est-ce qu'on peut résumer un petit peu ce sujet sur cet aspect-là? Le ROI est difficile, je dirais, à calculer parce que si on part dans une approche, je fais des campagnes de phishing, je regarde des taux, on va pas aller à de grands résultats parce qu'on pourra toujours discuter de la complexité de l'attaque, la pertinence de l'attaque, donc on va pas arriver à grand-chose. Par contre, quand on commence à entendre des clients le fait que l'approche sécurité qu'on vend, qui a été perçue de nos intervenants, est efficace, là on est très fiers et là on se dit il y a quelque chose qui est important. Par exemple, chez Schneider, on a mis en place depuis quelques années un principe de cyberbadge, c'est-à-dire que toute personne qui intervient chez un client doit avoir une formation spécifique renouvelée annuellement, a un badge visible et quelque part les clients sont en attente de pouvoir avoir cette démonstration qu'il est en capacité d'exercer son métier. Et quelque part, ça donne un droit d'exercer, ça donne un droit je dirais, un niveau minimum de sécurité qui est conforme aux attentes de nos clients. Et ça, c'est extrêmement important parce que les collaborateurs deviennent fiers d'avoir, entre guillemets, ce badge, d'être de faire de l'advocacy, je sais pas comment dire, un genre d'évangéliste de la sécurité de l'entreprise et sont fiers de la sécurité que l'entreprise apporte dans sa globalité. Et quand on arrive à cette fierté, pas de la fourniture du produit, mais de la sécurité qui est à l'intérieur du service ou du produit, là, c'est un vrai ROI parce que c'est des évangélistes, c'est je dirais des intermédiaires, des personnes qui projettent l'image de la sécurité sur l'ensemble de nos clients, sur l'ensemble de leurs interventions. Et là, on peut être fier parce que expliquer qu'ils se sont bien tenus derrière une campagne de phishing où ils ont un très haut taux de réponse à des questionnaires, c'est important. Mais c'est plutôt, je dirais, des obligations et c'est le niveau, je dirais, c'est le niveau 1. Il faut passer à un niveau 2 où on a des ambassadeurs de la sécurité à travers nos collaborateurs, en interne et en externe. Donc, se trouver des alliés, des ambassadeurs, et puis, comme vous dites, c'est pas toujours simple à mesurer, mais en tout cas, visiblement, ça s'explique très facilement. Alors, on va essayer de prendre des questions, hein, s'il y en a à distance dans la salle. Je vois une main qui se lève, on va peut-être distribuer un micro. Voilà. Bonjour, alors je suis Karima Moudoub de Fortinet, alors je travaille dans la cybersécurité, donc forcément, je ne vais pas dire que je suis une cybersécurité ninja, mais je suis un peu plus évangélisée que la moyenne. J'avais un commentaire et une question. Le commentaire, c'est vous parler de la généralisation et de l'évangélisation de la cyber. Pour moi, c'est quelque chose qui est déjà fait. J'ai lu le livre de Michel Houellebecq qui s'appelle « Anéantir ». Et malheureusement, je pense que ça parlerait au général. Il parle de deepfake sans les nommer.
il parle évidemment d'atteinte à l'identité, hein, l'usurpation de l'identité, entre autres thèmes. Et moi, ça m'a vraiment sidérée parce que je m'y attendais pas en achetant le livre. Donc ça, c'est pour le commentaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, la plupart des individus, en tant qu'utilisateurs de services, notamment financiers, sont de plus en plus évangélisés au sujet de la cyber. Et ma question, elle touche à ce que vous avez dit, Franck, et peut-être un petit peu Anne Doré. Je suis une femme dans la tech depuis 32 ans. Bon, ça, c'est un fait. Je suis très littéraire et ça fait 32 ans que je fais de la tech, donc dans tous les domaines. Hein, j'ai travaillé essentiellement pour des éditeurs. Donc, ma question, c'est, pensez-vous que pour attirer, enfin, l'une des solutions au problème de compréhension et d'évangélisation des sujets jargonneux et techniques passe par le recrutement en masse de femmes dans la tech et dans la cybersécurité? Déjà, juste une remarque. Moi, honnêtement, je pense que l'évangélisation, je pense que même par rapport au risque financier des utilisateurs ou des particuliers, je pense qu'il est quand même assez énorme encore. Et je suis pas sûre que la prise de, enfin, moi, je considère que la prise de conscience n'est pas aussi élevée que vous le dites, mais ça, c'est mon avis. Ah bon. J'ai dit que les usages, j'ai absolument pas dit que c'était pas nécessaire de faire un gros travail. On en fait un chez Fortinet et moi-même, je me forme 5 heures par semaine au titre de la cybersécurité interne, hein, en e-learning. Donc, ça vous dit les monceaux de choses qu'il faut apprendre. Je disais qu'au vu de ces 10 dernières années, depuis la généralisation des services utilisateurs et notamment les services financiers, parce qu'il y a énormément de gens comme moi qui sont passés aux services digitaux, hein, obligatoirement, on a de plus en plus d'informations, par exemple des banques, concernant les risques de spear phishing, par exemple, ou de spam via mail, des choses très génériques. Bien sûr, évidemment, l'augmentation des attaques fait qu'il faut une évangélisation permanente puisque les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Oui, c'est clair. Oui, dans ce cadre-là, oui, l'évangélisation est proportionnelle à la hauteur du risque. Sur la partie femmes, évidemment, il n'y a que 11% de femmes dans la cyber, donc sur un plan numérique, il en faut évidemment beaucoup plus. C'est en termes de compétences globales, je trouve que c'est important. Après, moi, en tant que femme, hein, j'aime pas stigmatiser en disant que les femmes sont plus littéraires, plus à même de porter le message ou d'évangéliser. Je pense que, en fait, l'évangélisation, ça passe par la formation de tous, et que, en fait, c'est l'évangélisation de tous. Mais après, oui, je suis d'accord avec vous qu'il faut plus de femmes dans la cybersécurité qu'avoir que 11% de femmes, c'est pas satisfaisant et qu'on en a besoin ne serait-ce que pour répondre de façon quantitative aux besoins du marché, on a besoin de plus de femmes. Pour compléter le message de Anne, et je suis entièrement d'accord, moi je dirais pas qu'il faut embaucher plus de femmes, je dirais qu'il faut surtout leur expliquer qu'elles ont tout à fait leur place à l'intérieur, ce qui est complètement différent. J'ai eu la chance, quand j'étais à l'INCyber Canada, de participer à une réunion avec CyberEcho, c'est l'équivalent du CLUSIF au Canada. C'était une réunion sur le positionnement de la femme dans la cyber. Et ce qui m'a, entre guillemets, interpellé le plus, c'est que certaines pensaient qu'elles n'avaient pas leur place. Et ça, c'est complètement différent de leur dire elles sont bienvenues. Et le sujet n'est pas vraiment, je dirais, une discrimination positive ou quoi que ce soit, c'est de faire comprendre elles ont leur place, de leur donner la possibilité de leur faire comprendre qu'elles sont les bienvenues. Ça, c'est déjà beaucoup. Et ça comblera allègrement, je dirais le manque de ressources. Mais aller chercher ou donner l'impression qu'on va chercher des femmes pour avoir des femmes, je trouve que c'est pas un message qui sert les femmes en général. Mais je ne suis pas une femme, donc je me permettrai pas d'aller dans ce message-là. Je voulais juste... Merci beaucoup. Je voulais juste compléter par rapport à ça. C'est pas ce que je demandais. Hein. C'était vraiment une logique justement de stéréotypes. Dans les stéréotypes, on dit que les femmes sont plus communicantes. Et dans l'évangélisation, quand on parle de vente et de promotion de leadership auprès des execs, il y a le jargon dont parlait Thierry Derouet. Le jargon, c'est important. Oui, mais moi, ce que j'aimerais mieux rajouter, c'est que dans le rôle, ce qu'on appelle l'évangélisation, moi, ce que j'appelle évangélisation, bien sûr, il y a présenter ce que c'est, mais il faut bien sûr voir que la cybersécurité évolue. Donc, il faut avoir une constante mise à jour
des différents supports, e-learning, workshop, tout ça, de manière à ce que chacun, lui aussi, évolue. La cybersécurité des années 2000, c'est plus la même que celle de 2020. Parce que si vous arrivez, oui, j'ai vu la notice du 18 septembre 2008, donc je suis tranquille, mais c'est plutôt la même chose maintenant. Donc il faut constamment renouveler la connaissance de la cybersécurité pour que vraiment on soit au top. Parce que avoir un maillon faible dans un système, votre système se casse la figure, pour rester poli. Oui, je voulais juste rajouter quelque chose à propos des femmes dans la cybersécurité. Le premier travail, c'est de revisiter complètement l'histoire de la cybersécurité, l'histoire d'Internet. Je vous garantis, allez donc rechercher les documents qui ont été écrits sur l'histoire, car il y a une histoire déjà. On peut dire déjà, on peut commencer en 42 avec le projet Manhattan aux États-Unis. On vous parle de qui? Windsurf, Bob Kahn, Metcalfe, Andreessen. On va vous parler de que des hommes. Et pourtant, les ENIAC 6, c'est 6 femmes qui étaient les premières programmatrices sur l'ENIAC, qui était un des premiers grands calculateurs aux États-Unis en 46. Et pourtant, vous avez le COBOL a été inventé par une femme. Et pourtant, vous avez les premiers CD, les premiers systèmes interactifs, c'est une femme. Et donc, il faut réécrire l'histoire parce que quand on la lit aujourd'hui, on se dit, il n'y a eu que des hommes qui ont travaillé dans ce domaine. Donc, c'est un truc pour les hommes. Voilà. Donc, il faut que les historiens se mettent à écrire, les historiens et les historiennes se mettent à écrire, car beaucoup de femmes figurent dans l'Internet Hall of Fame, c'est-à-dire, en fait, le panthéon, pardon, c'est un lapsus, le panthéon virtuel de l'Internet. Et le premier homme qui a trouvé sa trajectoire pour mettre le pied sur la Lune, c'est une femme qui l'a calculé à la main. Elle n'avait pas confiance en ses homologues femmes, qui étaient des calculatrices sur les premiers ordinateurs, et c'était effectivement un des ordinateurs IBM. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Alors, est-ce qu'on peut se poser... Il y a une question qui a été posée justement à distance, justement sur les procédures non technologiques renforçant la cybersécurité, parce que ça c'est aussi important, il y a des procédures non technologiques. Alors, on peut les évoquer rapidement d'un trait, parce que c'est vrai qu'elles existent. Il faut fameuse hygiène qu'on a évoquée. Il y a tout ce qu'on appelle, je dirais, la GRC, avec tout ce qui est plan de contrôle, c'est-à-dire quand on met une organisation en place, quand on met des règles, à un moment donné, il faut vérifier si elles sont véritablement exécutées, correctement exécutées et traçables. Si on subit, je dirais, subit, c'est un terme un peu désagréable. Si on a des audits par des auditeurs CAC qui sont réalisés sur des institutions, particulièrement des institutions financières, elles sont extrêmement présentes, ils viennent vérifier que toute la gestion a été faite conformément aux attentes et aux bonnes pratiques. Donc c'est important d'avoir toute cette traçabilité de bonne exécution pour pouvoir démontrer que le système est correctement géré. Et ça, c'est absolument pas technique, c'est, je dirais, de l'accumulation de preuves, c'est la mise en place de plans de contrôle, d'essayer de, je dirais, d'avoir une bonne hygiène des plans de contrôle, parce que les plans de contrôle, ça veut pas dire ajouter des contrôles chaque année, ça veut dire, je dirais, les retravailler pour les optimiser, les rendre, je dirais, pragmatiques et rentables. Donc ça, ce n'est absolument pas du technique pur, c'est plus de l'organisationnel, de la réflexion et du bon sens. En complément de ce que dit Franck, il y a aussi par exemple tout l'aspect gestion de crise, qui est de l'organisation, de l'anticipation, de l'exercice, de l'humain, des procédures à mettre en œuvre, des fiches réflexes à écrire. Donc tout ça, c'est pas forcément technologique, c'est de l'organisation, de la procédure, c'est de l'anticipation. Et l'analyse de risque, pardon. Voilà, et il n'y a pas un jour où... De temps en temps, on a des anecdotes assez étonnantes avec des gens qui vous rappellent que même un badge volé sert à certaines personnes à circuler librement au sein de certaines organisations et à dérober parfois des ordinateurs et des données effectivement sensibles. Alors, dernier point qui a été évoqué, voilà, une petite question, alors, je ne sais pas si on peut y répondre, mais voilà, convergence entre les sujets RSE et cyber, elles ne sont pas toujours évidentes. Comment est-ce qu'on peut justement rapprocher les unes et les autres? Il y a des études, des rapports. Comment est-ce qu'on justement avoir un point de convergence là-dessus? Alors oui, en fait, la convergence est assez évidente quand on y réfléchit. J'ai fait l'exercice
pour une entreprise de corréler sa stratégie d'entreprise et RSE, mais de façon très factuelle, si vous regardez les rapports de JP Morgan, les rapports RSE qu'ils écrivent sur les entreprises, les 2-3 premiers indicateurs qu'ils demandent, ce sont des indicateurs de cybersécurité. Quel est le nombre d'incidents que vous avez? Quelle est la gravité des incidents que vous avez? Tout simplement parce que moi, je simplifie ça en disant, en fait, un investisseur ne s'investit pas dans un château de sable. Donc, si vous avez, ça c'est un premier point, et que si vous avez une mauvaise cyber-résilience, là où vous allez, si votre objectif est de 100, vous allez produire 120 parce que vous avez besoin de couvrir votre risque cyber. Donc, meilleur votre risque, enfin, plus votre risque cyber est couvert, plus vous évitez la surproduction pour arriver à vos objectifs. Je ne sais pas si l'image est simple. Donc voilà, mais ça on peut l'étayer. J'ai écrit un article sur le sujet, donc ça s'étaye et c'est tout à fait corrélé. Alors, on va essayer On peut peut-être compléter dessus, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire. Chez Schneider, nous on participe à un programme avec une structure qui s'appelle CyberPeace Institute, je crois, de nom, où c'est une organisation non gouvernementale qui permet de mettre, je dirais, en connexion des ONG qui ont besoin d'avoir un accompagnement en cybersécurité avec des sociétés technologiques qui vont mettre, je dirais, à disposition une toute petite partie de leurs ressources. Là, on est complètement dans le RSE, ça permet de donner de la valeur humaine derrière cette compétence cyber que l'on a et d'accompagner des ONG. Donc, il y a plein de façons, je dirais, de faire de la cybersécurité et de rendre des valeurs humaines encore plus intéressantes à nos experts que uniquement avoir un côté défensif ou un côté constructif. On peut être utile avec ces compétences dans l'univers dans lequel on est et de se sentir cyber-responsable quelque part. Et juste un point pour conclure, peut-être c'est extrêmement important parce qu'on l'a dit, on veut évangéliser, mais en fait corréler cybersécurité, c'est donner du sens à la cybersécurité. Et donc en fait, c'est aussi du coup on a un moyen d'attirer à la fois des talents, mais aussi de convaincre les COMEX en disant regardez quelle est la corrélation entre la cybersécurité et la RSE. Alors, petit clin d'œil et espoir lancé justement avant-hier, lundi 13 novembre, dans la campagne nationale, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Anne, Demain spécialiste cyber, qui a été lancée ici par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, l'ANSSI et le campus cyber, où nous sommes. Initiative pour former élèves et professeurs au métier de la cybersécurité, un sujet de longue haleine. Voilà, Anne, Jean-François, Franck, forcément... on ne peut qu'acclamer ce type d'initiative. On espère que les 6 millions de jeunes ciblés seront effectivement atteints par, en tout cas, cette compréhension de la diversité et de la richesse des métiers et surtout le fait que ce ne sont pas que des métiers techniques. Oui, alors moi, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, comme je co-anime le GT formation du campus, on a travaillé sur cette campagne. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler au design, à la conception, au message qu'on voulait faire passer. Donc, on a fait on a fait très attention au graphisme, pour que ça soit aussi bien les femmes que les hommes. Donc, c'est un graphisme manga qui est très sympa. Et ce qui est aussi très bien, c'est qu'on a mis des témoignages. En fait, sur les affiches, vous avez des QR codes qui amènent vers des petites vidéos. Et à chaque fois, c'est, comment dirais-je, femme, homme, qui témoignent sur un témoignage croisé sur leur expérience et avec des profils, justement, d'une qui sont pas que techniques, des gens qui arrivent de la cybersécurité dans le cadre d'une évolution de carrière. Et donc, et en fait, la perception est très, très positive. Donc, j'espère que cette campagne va avoir beaucoup de succès. En tous les cas, on a eu beaucoup de plaisir à y participer. Voilà, et avec tout un ensemble de dispositifs assez sympathiques, comme des jeux de rôle, par exemple. Pour aller dans ce sens-là, je pense qu'on a tous, experts de la sécurité, un devoir d'aller expliquer ce que c'est que la cybersécurité aux jeunes. Moi, j'ai pu, intervenir dans des écoles, dans des parcours professionnels où les enfants cherchaient des orientations. Les jeunes voient la cybersécurité avec un regard très cinématographique, avec des hackers, avec tout ce qu'on imagine. Faut leur expliquer qu'il y a plein d'autres métiers à l'intérieur. On avait, dans la précédente société, on avait des arrivées de stagiaires. C'est aussi à ces moments-là où on peut leur expliquer que la cybersécurité a plein de métiers, que les femmes sont les bienvenues, qu'on peut, s'épanouir à travers ces métiers-là. Oui, pour rejoindre la partie technique et méthodologique de la cybersécurité, je vous dirais que, par exemple, moi, j'ai délivré une formation dans la cybersécurité en 2016 sur 3 mois à des consultants et des auditeurs en cybersécurité.
mais je n'ai pas fait du tout la cryptographie, tout ça, les réseaux. J'ai essentiellement formé les différents intervenants à différents outils ou méthodologies dans la cybersécurité, la SIM, SCADA, IBIOS, tout ça, et de manière à vraiment montrer que la cybersécurité, ce n'est pas justement être un hacker et faire que ça. Moi, je ne connais rien du tout au hacking, mais je sais comment organiser la cybersécurité dans une entreprise. Ça, c'était quelque chose d'essentiel. Et pour beaucoup d'entre nous, il faut vraiment arriver à bien juger la cybersécurité. La cybersécurité, maintenant, je la qualifierais de ce qu'était l'IT avec les métiers dans les années 90. Un monde séparé. Là, actuellement, ça commence à disparaître, mais il y avait la transformation digitale et la cybersécurité, tout ce qui est. Et maintenant, il faut, ça a tendance à se diminuer, à s'effacer, mais il faut arriver à faire qu'un système, un projet soit conçu contenant la cybersécurité avec tous les éléments de la transformation digitale. Merci Franck, merci Jean-François, merci Anne. Merci mon général de nous avoir reçus ce matin. Je vous remercie beaucoup et c'est vrai que la vraie question qui est celui de la formation est un vaste sujet et sans doute d'autres sujets seront abordés, j'imagine, prochainement, c'est ça? Exactement. Donc notre prochain rendez-vous, c'est dans un mois, le 14 décembre, même lieu, également à distance, même horaire, et on parlera d'un sujet éminemment d'actualité puisque ça portera sur les enjeux de cyber-rating. Et c'est pas vous, Franck, qui allez me contredire quand je parle de sujets d'actualité, puisque je sais que le Césin s'intéresse beaucoup au sujet. Vous avez notamment publié en juin une note sur le sujet appelant à plus de transparence des algorithmes en la matière, notamment. Donc, je vous invite tous à lire cette note et à nous rejoindre le 14 décembre à 9h.